Bonjour. Dans quelques mois, Aliansi fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour est un dirigeant engagé. Il est président du syndicat des acteurs du numérique, l'Umeom. Il est surtout entrepreneur. Il co-dirige avec son frère une entreprise qu'ils ont créée il y a plus de 25 ans, Devoteam. Godefroy de Melsman, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors pour démarrer, moi j'en choisis une pour introduire nos échanges. Ton regard sur le numérique, Aliansi fête ses 10 ans en cette fin d'année. Quels sont les 3 faits majeurs que tu retiens toi en tant qu'observateur privilégié de ce qui est arrivé au secteur ? En tant qu'observateur privilégié, en tant que témoin finalement, ce qui m'a impacté, j'aurais tendance à dire que les 3 faits majeurs qui ont bouleversé ce monde dans lequel je vis depuis 25 ans, c'est d'abord l'arrivée d'une technologie TCP/IP qui a permis à nos clients de désiloter tout ce qui était bien siloté dans son coin, en même temps que la déréglementation des télécoms. Ça, c'est le premier sujet. C'était le début d'une révolution. C'était le passage de la techno pour la techno ou du processus à l'usage avec l'arrivée du mobile d'Apple, de l'iPhone en particulier. Et là, je pense qu'on est rentré dans une autre ère. Bon, tout le monde le sait, mais je l'ai vécu. Et puis la troisième chose, je pense que c'est évidemment l'arrivée de la data en masse et la capacité derrière à en tirer des règles, à en tirer des enseignements, des décisions. Et c'est quelque chose qui est en train de bouleverser tous nos métiers. Le numérique, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Tu étais destiné à ça ou pas ? J'étais destiné sans le savoir et je vais presque dire que j'y suis rentré à reculons. Mon premier job a été au Canada dans la filiale d'une entreprise française qui cherchait... Je n'avais pas forcément compris ce qu'ils cherchaient et j'ai été mis devant le fait accompli. Il fallait que j'implémente un outil de gestion de la logistique et des lignes de production. J'ai été obligé de choisir un outil, un logiciel, un progiciel, comme ça s'appelait à l'époque. Et puis en fait, j'ai été obligé de rentrer dedans et je me suis mis à coder et j'ai adoré. Et pendant 3 ans, j'ai recodé tout ce qui était MRP1, MRP2. C'est peut-être des concepts que Corban, que des gens... Ça parlera à certains d'entre nous, mais peut-être voilà, pas à tous. Pas à tous, absolument. Et donc, j'y suis rentré comme ça. Puis en France, en rentrant en France, je suis rentré chez IBM et j'ai adoré cette communauté de gens qui étaient... D'abord, on a commencé par 1 an de formation. À l'époque, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est toujours incroyable. Imaginez de rentrer dans une boîte et faire 1 an de formation. Tu as quand même quelque chose qui t'a marqué, je voudrais que tu reviennes dans l'entretien, c'est toute cette dimension effectivement de richesse des équipes que tu as rencontrées chez IBM et qui étaient multiculturelles, multicompétences. Oui, alors effectivement, IBM pour moi ça a été une vraie famille. J'ai passé, on va dire 5 ans dans lesquels j'ai pu observer la manière dont IBM recrutait à l'époque. C'était riche, on formait les gens pendant 1 an, on les recrutait pour être sûr que ça créait une communauté, donc des gens qui étaient compatibles, même des gens, un témoin sur la compétence que la capacité à travailler ensemble. Et j'ai gardé depuis on va dire, un nuage de visages qui travaillent un peu partout maintenant, pour une partie qui ont arrêté de travailler d'ailleurs, mais qui est issue de ce temps-là. Au sein d'IBM, après avoir travaillé quelques années sur le terrain, où j'ai voulu partir, on m'a proposé de rentrer dans ce qui s'appelait l'intégration de système. Au début, on était 60, et il y avait tous les gens qui sortaient du système, qui n'étaient pas exactement dans la ligne du parti. C'était un peu les renégats, ou je sais pas, les têtes dures, je ne sais pas, mais j'adorais. On a passé 1 an et demi là, avant de rentrer dans une JV entre IBM et Dassault Électronique. Et puis alors la genèse de Devoteam 95, quand même aujourd'hui, qu'est-ce qu'on Devoteam ? Tu es aussi un entrepreneur, un co-entrepreneur, donc avec Stanislas, son frère. Oui. Devoteam, en quelques mots, aujourd'hui, c'est quoi ? Devoteam, c'est une boîte qui est très tech, qui est vraiment née sur, je le disais à l'instant, sur la tech, et sur TCP/IP et sur les télécoms. On a démarré comme ça. On est toujours sur la tech d'aujourd'hui, ça a beaucoup bougé évidemment. Devoteam aujourd'hui, c'est 40% de l'activité en France, 60% de l'activité en Europe. C'est 10 000 ingénieurs qui travaillent sur les sujets qui sont le cœur de transformation digitale. On arrive sur effectivement une dernière question, un peu un exercice imposé. Une personnalité qui, selon toi, donne du sens au numérique, qui t'inspire également dans son parcours ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais je vais te dire celle qui m'a le plus inspiré par sa vision technologique, sa vision de l'homme
et la technologie au service de l'homme et son abnégation, son sens du travail pour le collectif. J'ai été impressionné par un garçon qui s'appelle Amaury Derville et qui a développé un concept, on peut dire que c'est un concept avant d'être une boîte, qui s'appelle Azalée, qui regroupe un millier ou maintenant peut-être plus de 2 ou 3 000 infirmières et qui travaillent dans des bassins de santé avec des médecins pour siphonner les urgences des hôpitaux sur des pathologies identifiées. C'est un projet phénoménal. Et donc tu reconnais l'engagement de l'entrepreneur qui a vraiment, enfin, c'était un métier à impact. C'est un entrepreneur avec la volonté de faire des choses qui servent la communauté et ça, il n'y a quand même pas tant de gens que ça. Bon, ouais, on va inviter Amaury à venir nous voir quand même. Ce que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours? Il y a 2 ou 3 trucs. Il y a que le capital vaut quelque chose et qu'il ne faut pas le dilapider. Ça, je pense qu'il faut le dire. Ça, c'est l'entrepreneur et c'est le conseil à tous les entrepreneurs. Mais bon, on pourrait dire peut-être plus positif, on va dire. Frankness, et c'est peut-être frankness, la transparence, et peut-être que ça, c'est quelque chose de personnel. Il y a des gens qui le sont peut-être plus naturellement. Moi, j'ai peut-être tendance à enrober les choses. J'ai appris finalement dans mon parcours assez tard que plus on est transparent et en particulier avec les gens à qui c'est pas favorable ou qui peuvent mal le prendre, plus ça facilite la vie de tout le monde et en particulier de ceux pour lesquels c'est pas agréable. Et si on les respecte, il faut leur dire vite les choses et le plus transparent possible. C'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours, mais j'ai commencé tard. Ton regard sur le numérique, une urgence? Pour moi, il y a une urgence à reconvertir les gens en leur additionnant à leurs compétences historiques, à leur expérience, des compétences numériques. Alors, sujet dans lequel tu es engagé à titre personnel. Le projet Numéum, c'est un sujet sur lequel c'est un projet sur lequel on a pas mal de priorités, mais c'est la priorité numéro 1, c'est l'attractivité de notre secteur pour nous, mais en réalité, pour tous les secteurs, si on veut les transformer, on aura besoin de compétences chez eux aussi. Donc un des enjeux pour nous, c'est d'orienter des jeunes filles vers ces métiers-là, c'est d'orienter les écoles vers ces métiers-là, et c'est d'orienter des gens qui sont déjà dans des jobs vers des métiers où finalement ils n'ont pas vu qu'ils avaient probablement énormément à gagner. D'abord, bien mieux gagner leur vie, et ensuite de ça, faire des métiers passionnants qui sont transformés à partir d'une expérience peut-être qui ne valorise pas si bien que ça dans la boîte où ils sont, dans le secteur où ils sont. Godefroy, plutôt bon ou mauvais élève? Écoute, c'est une réponse difficile que je vais faire parce qu'elle soulève chez moi beaucoup de choses. Moi, j'ai été pensionnaire très tôt, quand j'avais 10 ans. Tu vois, je suis parti pensionnaire pour plein de raisons familiales. Et j'ai fait dans ma vie peut-être entre 10 et 20 ans. J'ai passé mon bac en candidat libre pour dire que c'était pas si simple que ça. Et j'ai dû faire 10 ou 12 écoles. Tu vois. Donc, j'étais peut-être un peu rebelle. Je n'étais pas forcément mauvais élève, mais j'étais un peu rebelle. Bon, en tous les cas, voilà, je pense que j'ai eu du mal à m'intégrer dans un modèle d'école et que j'ai beaucoup changé. Donc on peut rassurer tous les mauvais élèves, ils ne sont pas... J'ai triplé ma première. Tu vois, je peux dire ça maintenant. C'était un secret, mais je peux le dire. J'ai triplé ma première. On arrive à l'issue un peu de notre entretien. Alors, on va fêter nos 10 ans au mois de décembre. Godefroy, as-tu un message aux équipes d'Alliancy, au projet porté par Alliancy? Écoute, j'admire Alliancy avec sa capacité créative, sa capacité disruptive, sa capacité à mettre en résonance des gens qui pensent pas forcément les mêmes choses, qui n'ont pas forcément les mêmes angles. Et donc, moi, je souhaite que Alliancy fasse encore 10 ans aussi créatif et aussi disruptif. Pour moi, ça a beaucoup de valeur. Et on restera dans notre engagement d'essayer de créer de la valeur ensemble. Donc on aura effectivement l'occasion, j'espère, de garder le lien et de travailler encore tous ensemble dans cette dynamique.